Jean-Marie Kassamba, je vous exhorte à tous les journalistes que les hommes politiques qui viendront parler sur vos plateaux les contenus viennent parler de ce qu'ils vont faire pour les Congolais. Ça vaudra toujours plus que venir parler de oreilles de Patrick Mouyaya ou de ceci. Vous avez peur de ou la des critique, cravates hein? de Jean-Marie. Les critiques ne nous font pas peur. Pour Quand autant on que a dit jouisseur, ça vous a beaucoup tité, hein, bon. Jean-Marie Kassamba, je suis désolé, mais regardez-moi dans les yeux, nous nous connaissons depuis 10-15 ans. Vous serez en mesure de répondre à cette question. Abonnez-vous, la Tchof TV. Il est à tous les dossiers, il est à tous les voyages. Il parle avec souvent beaucoup de cœur, mais surtout beaucoup de pertinence. Vous l'avez attendu, vous l'attendez d'ailleurs, et je le sais, chez vous. Et nous allons l'accueillir maintenant sur ce plateau, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, notre invité. Merci. Monsieur Bonsoir. le ministre, bienvenue. Merci. On peut saluer. Oui, bien sûr, maintenant on peut se saluer. Je suis tellement content parce que depuis 3 jours, nous avons annoncé effectivement que vous allez venir sur ce plateau. Une centaine de questions reçues, pas plus qu'avant que ces directs commencent. Les gens commencent à se patienter. Les anciens premiers ministres, les ministres, les députés, les ambassadeurs. Ça montre à suffisance que vous êtes quelqu'un attendu. Si vous le dites. Est-ce que vous allez bien? Mais plutôt bien. Un peu mal à la gorge. Il fait trop froid à Télé 50. Absolument, non, parce que c'est les changements de température aussi. Non, mais ça va très bien, plutôt bien. Je vous sors d'une réunion importante de la primature. Ce Bien qui veut sûr. dire que vous êtes à toutes les réunions importantes de ce pays. Qu'est-ce qui explique cette omniprésence de Patrick Mouyaya? Je ne pense pas que ce soit une omniprésence liée à ma personne. C'est les responsabilités que le président de la République et les premiers ministres ont voulu me confier qui font que je suis sollicité à gauche, à droite. Je sors effectivement d'une réunion de sécurité à la primature parce que vous savez que la situation de Goma est suivie de très près par le président de la République et le Premier ministre. Et donc nous avions une réunion avec les services, ça veut dire le ministre de l'Intérieur, de la Défense, des Affaires étrangères, le chef de l'armée, de la police et de l'ANR pour essayer de faire l'évaluation de la situation et de voir quelles mesures peuvent être prises pour restaurer le calme et la sérénité. On dit de vous les chouchous de Fachi, le président de la République, une proximité qui fait à la fois des jaloux, mais également beaucoup d'admiration. Vous le sentez comme ça, vous? Je ne saurais pas le dire. Tout ce que je sais, c'est que le président de la République m'a commis à une tâche qui n'est pas facile, celle de porter la parole du gouvernement. Et nous essayons au mieux que nous pouvons de l'accompagner pour tout ce qu'il a comme vision et tous les efforts qu'il fait pour restaurer la grandeur de ce pays. Installez-vous. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, vous êtes l'un des meilleurs, pour ne pas dire bon ministre de ce gouvernement, Samalou Kondé, parce que nous avons scruté un tout petit peu le terrain en termes d'audience, en termes d'acceptabilité, c'est comme ça qu'on dit dans le métier. Vous passez pour être celui qui est consensuellement félicité. Pourquoi? Bon, écoutez, je ne saurais peut-être pas me juger par rapport au travail que nous faisons, mais tout ce que je sais, c'est que depuis le premier jour où nous avons eu le privilège d'être choisis parmi des millions de Congolais pour conduire ces portefeuilles que j'occupe, nous essayons d'apporter une touche de jeunesse, une touche de modernité. Et quotidiennement, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de temps que la parole publique n'avait pas été entendue telle qu'elle devrait être entendue. La chance que nous avons, c'est que nous avons le président de la République qui est très sensible sur les questions. C'est un homme qui s'est forgé aussi dans les respects justement de toutes ces contradictions, ce qui fait que nous avons des discussions qui sont assez nourries, qui nous permettent aujourd'hui d'apporter ces touches que les gens n'ont jamais vues avant, d'avoir un gouvernement dans tout son ensemble qui se soumet à un exercice de redevabilité pour rendre compte d'où nous avons trouvé le pays, qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce que nous ferons demain. Évidemment, il n'y a pas que de points forts, il y a beaucoup de défis à relever, notamment avec les médias, parce que je considère aujourd'hui que nous devons avoir des médias qui sont prêts pour accompagner la marche de ce pays vers sa grandeur. Et dans ce que je vois, nous avons encore trop de travail à faire et j'espère que cette émission nous permettra de recentrer sur des sujets essentiels
de redonner le prestige qu'il faut donner à la parole politique. Parce que lorsque vous avez des responsabilités, vous représentez une communauté, vous avez le lead d'un département comme le mien, ou que sais-je encore, on a toujours le devoir d'avoir un discours vrai, sincère, pour mieux orienter le peuple. Patrick Mouyaya, très attendu dans cette émission parce que l'actualité est très chaude en ce moment. Vous êtes le ministre, on vous a qualifié de 3.0. C'est vous qui avez créé ce qu'on appelait la redevabilité avec les ministres qui viennent s'expliquer, avec ces briefings, débriefings. Vous êtes le ministre qui donne peut-être à ces postes, notamment de la communication, ce qu'on appelle le nouveau narratif. D'abord, il faut mettre les choses dans leur Et je vais rajouter l'autre point, c'est que vous êtes le ministre qui n'est pas très sensible à des critiques qui sont très acerbes en ce moment. C'est-à-dire que vous ne défiez pas la critique, vous l'affrontez. Bon, écoutez, M. Jean-Marie Kassamba, lorsque vous êtes ministre de la communication, lorsque vous êtes ministre tout simplement ou député, vous représentez un peu l'État. Et pendant très longtemps dans ce pays, l'État n'a pas trouvé des solutions. Bon, on ne va pas rentrer dans le débat où on n'a pas construit l'État collectivement. Et donc, lorsque vous occupez des responsabilités publiques, la première attitude, c'est une attitude d'humilité. La deuxième attitude, moi, le peuple veut non seulement que vous aidez les peuples à se défouler ou à exprimer ce qu'ils ressentent, mais aussi vous permettez vous-même de vous enrichir. Alors, vous aviez parlé de redevabilité, de briefing. Il faut rendre, je pense, le prix à ceux qui nous conduisent, parce que je ne pense pas que s'il n'y avait pas une volonté claire dans les chefs du président de la République ou du Premier ministre d'avoir cette possibilité de faire intervenir le ministre régulièrement dans cet exercice de redevabilité, nous n'en serions pas là où nous sommes. C'est parce qu'ils sont convaincus. Est-ce que vos collègues ont facilement accepté cet exercice? Je crois que c'est parmi les faits le plus important de ce gouvernement autour du Premier ministre Sama Lukonde. Vous entendez très peu de conflits entre ministres ou de conflits des compétences, non pas qu'il n'y en ait pas, oui, mais parce que nous sommes animés, nous sommes conscients de ce que le peuple attend de nous. Et sur la question de la redevabilité, tous ceux qui aspirent à des responsabilités publiques doivent savoir que la redevabilité, c'est l'esprit ou c'est la main droite. Donc, à tout moment, vous devez toujours vous souvenir que ce que vous faites, vous avez reçu mandat et vous devez constamment rendre compte. Et c'est ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas encore assez par rapport à ce que nous voulons. Nous en ferons davantage, parce que je remarque de plus en plus, et d'ailleurs, c'est une remarque que je vois depuis des bonnes décennies, les débats politiques, il est vide. Comment ça, il est vide? Vous le trouvez vide comment? On passe de temps à parler. Je n'ai jamais entendu fréquemment sur Télé 50 de vrais débats qui portent par exemple sur comment on s'est invité le jour où vous focaliserez les débats sur des véritables questions des développements, des enjeux de développement de ce pays. Dans ce que je vois, c'est plus la polémique qu'autre chose. On discute la cravate de tel, on discute tel a fait ceci, on parle de non, et je ne suis pas sûr que les débats sur le non, c'est les types des débats dont les Congolais ont besoin. Monsieur le ministre, je vous ai invité, c'est pour que vous nous parlez des faits, que vous nous expliquiez c'est que aujourd'hui les Congos, nous avons compartimenté cette émission en 3 parties. Nous allons parler de la sécurité de notre pays, des relations avec les pays de la sous-région, avec la communauté internationale, parce que l'actualité c'est aujourd'hui ce qui s'est passé à Goma, à l'Est, à Béni, où il y a eu plus de presque 20 morts. 2 jours durant, on a vandalisé les installations de la MONUSCO, les relations avec la communauté internationale risquent d'avoir des petits problèmes avec ce qui s'est passé là-bas. Vous êtes la voix autorisée pour dire ce que pense la RDC de tout cela. Et ensuite, nous allons parler chiffres. Concrètement, le gouvernement Sama Lukonde, votre gouvernement, a fait quoi? Où et comment? Et surtout, en quoi cela est bénéfique pour la population de notre pays? Et ensuite, on va parler de le processus électoral. Il y a comme une espèce de hantise de 2023 aujourd'hui. Est-ce que réellement, Kadima va préparer un processus électoral? Est-ce que votre gouvernement a déjà prévu de l'argent pour organiser ce processus? Nous allons y aller crescendo parce que les 100 questions que j'ai reçues pour vous, je les garde sous la main. Et je vous invite volontiers à regarder cet écran. Et on commence avec le premier sujet, la première thématique.
qui vous concerne parce que vous sortez d'une réunion importante sur la sécurité. Et voici ces 50 avec le peuple congolais constate dans le secteur de la sécurité. Ça brûle à Goma depuis ce lundi 24 juillet. Jamais la population n'avait autant été déterminée à en finir avec la mission des casques bleus en République démocratique du Congo. Pour elle, la MONUSCO en place depuis une bonne vingtaine d'années est juste incapable d'aider le pays à mettre un terme à ce cycle infernal d'insécurité et d'agression. Il y a encore quelques jours, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, évoquait à haute voix cette idée, ce qui lui a valu d'ailleurs un semblant de responsabilité dans cette désescalade qu'il a tout de suite rejetée à travers les différents communicateurs de sa famille politique. Le gouvernement, de son côté, joue la carte de l'apaisement, sans dire clairement si la colère de la population est justifiée ou non, car sur terrain, la situation ne contredit pas tellement les revendications. D'une manière ou d'une autre, qui sont auteurs de ces discours, subiront la rigueur de la loi. Nous avons beaucoup insisté dessus. Et pour tous les compatriotes qui sont décédés, y compris le casque bleu, des enquêtes ont déjà été diligentées par le ministère de la Justice et l'auditorat militaire. Il sera bien évidemment question de regarder s'ils ont été blessés, quel impact de balle. On saura retracer en ce moment-là d'où est venu le tir. Depuis plusieurs semaines, les rebelles du M23 des territoires congolais. Malgré les preuves évidentes présentées par l'armée et le gouvernement congolais, la communauté internationale continue de se gêner pour condamner ce voisin récidiviste. Une attitude surprenante qui a poussé Kinshasa à répondre sur plusieurs fronts en même temps, diplomatique, médiatique, politique, ainsi que quelques sanctions économiques. Une agression de plus ou de trop au moment où Félix Tshisekedi a surpris avec une nouvelle formule dans les provinces des l'Ituri et du Nord Kivu. Depuis plus d'une année, les administrations de ces deux provinces ont été confiées entre les mains des militaires pour plus d'efficacité dans les opérations sur terrain. L'état de siège, une formule d'abord applaudie par tous les Congolais avant de chuter petit à petit dans l'opinion, jugée moins productive que prévu après autant de temps et des ressources dépensées. Des questions restent donc pendantes. Vers quel partenaire la RDC devrait se tourner pour mettre fin à cette situation ? Est-ce que le départ de la MONUSCO changera la donne ? L'attitude adoptée actuellement face à l'agresseur est-elle la bonne ? Réponse avec la voix du gouvernement, Patrick Mouyaya. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, est-ce que nous sommes en froid avec nous pour nous aider à sécuriser le pays? Nous ne sommes pas en froid. La preuve hier, dans cet exercice de redevabilité, mon invité à côté, c'est M. Kassim Diane, qui est représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies adjoint, qui faisait l'intérim de Mme Bintou. Et avec la MONUSCO, d'abord, je dois dire tout de suite que la MONUSCO n'est pas notre ennemi. Il ne faut pas qu'on se trompe d'adversaire. Mais ils ont échoué. Il ne faut pas qu'on se trompe d'adversaire. Ils ont échoué. 20 ans durant, ils ont échoué. J'en arrive. Il ne faut pas qu'on se trompe d'adversaire parce que ce qui s'est passé à Goma peut prêter les flancs à de la manipulation, peut nous distraire de l'objectif essentiel dans lequel nous sommes engagés depuis quelques jours maintenant ou quelques semaines autour du président de la République, à savoir le retrait du M23 et de ses alliés de Bunagana. L'adversaire, c'est celui-là, il est connu. Avec la MONUSCO, évidemment, jusqu'avant ces incidents, la relation que nous avions avec la MONUSCO était la meilleure de toutes les missions onusiennes qui y a en Afrique. La meilleure, dites-vous? La meilleure de toutes les missions onusiennes qui y a en Afrique. Mais ceux qui vous suivent à Béni en ce moment, à Goma, ils ne vont pas vous comprendre. Laissez-moi faire un peu de pédagogie pour que nos populations puissent être bien attentifs à ce que nous allons dire. Oui. Et donc, avec la MONUSCO, depuis septembre 2021, nous nous sommes accordés sur un plan progressif de retrait. Et donc, la volonté exprimée par nos populations aujourd'hui est une volonté qui rencontre la nôtre. Et nous avons commencé les processus qui a abouti, il y a quelques semaines, à la fermeture des opérations des Nations Unies de la MONUSCO à Kalemi. À Kalemi. Et donc, dans le Tanganyika. Ici, il nous reste la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu et la province de l'Ituri, où il y a une plus grande problématique en termes de sécurité parce qu'il y a les groupes armés qui pilulent par centaines. Vous avez aussi cette recrudescence de l'insécurité en Ituri sur fond de conflits ethniques qui fait qu'aujourd'hui, la question centrale qui a énervé les Congolais, nous compris, parce qu'il ne faut pas penser que nous, gouvernement, nous sommes
contents de ce qui se passe avec la MONUSCO. Pourquoi? Parce que nous estimons que nous sommes engagés sur les terrains opérationnels et que si nous avons accepté d'avoir la MONUSCO en République démocratique du Congo, c'est parce que justement, conscient de nos difficultés en termes de reconstruction de l'appareil, notamment pour mettre fin à tout type de menaces. Et surtout que nous avons commencé une fenêtre qui devait nous donner une perspective de paix. Parce que le président de la République, avec notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est, nous donnait une fenêtre extraordinaire, non seulement de permettre à la RDC de faire partie de cette communauté, qui permettra à nos campagnes, lorsqu'elles sont rapportées auprès de nos populations, la population est en droit de réagir. Oui. Je vais terminer sur ces sujets, Oui. sur ces points parce que c'est important. Oui. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Il y a eu des déclarations émanant de la MONUSCO où ils vantaient, où ils reconnaissaient la puissance, entre guillemets, des feux M23 du M23 avec Qu'ils ont- ces qu'ils sont supplétifs plus qui sont armés, connus, mieux équipés parce que qu'il eux. ne faut pas oublier que Madame Bintou, dans son briefing devant le Conseil de sécurité le 29 juin, a dit de manière claire que le M23 s'est comporté de plus en plus comme une armée régulière. Oui. Et donc, autant cette déclaration peut servir d'alerte pour le membre du Conseil de sécurité, autant cette déclaration n'est pas de nature à rassurer les Congolais qui comptent à la fois sur leur armée avec l'appui de la MONUSCO pour régler les problèmes. Un problème militairement, et lorsque militairement il y a des difficultés, on peut utiliser la voie diplomatique. Et donc, ces déclarations maladroites que nous avons dénoncées ont remis le feu aux poudres et ont rappelé un traumatisme, parce qu'il ne faut pas oublier que la M23 n'est pas sa première aventure. Il y a quelques années, Goma a été tombé, et ont remis en surface des plaies que nous pensions penser par Monsieur le la ministre. stratégie du président, notamment avec le Monsieur le Rwanda. ministre, est-ce que Et vous- donc, toutes ces déclarations-là Oui. aujourd'hui Oui. justifient cette colère de la population et justifient aussi notre désapprobation sur le fait que nous ne devions plus retomber à ce niveau. Mais tout ça, nous-mêmes, on a été le premier à critiquer l'attitude de la MONUSCO en disant qu'il devait aller plus loin, en disant que c'est le Rwanda, parce que si on cite le Rwanda, il y a une pression diplomatique qui s'accroîtra et les choses pourront faire baisser la tension. On va parler du Rwanda Et après. donc tout ça, Oui. ça fait qu'il y a eu ces sentiments de colère et ces réveils. Mais ici, Jean-Marie Kassamba, je tiens à insister Oui. que la violence n'est pas la voie par laquelle nous pouvons faire entendre notre voix. Et que nous avons condamné ce qui s'est passé hier et avant-hier, nous continuerons à condamner toute attitude de violence. Parce que la MONUSCO est un partenaire. On peut ne pas nous entendre lundi, on peut nous entendre mardi, pour autant que nous sommes encore dans un accord qui nous lie. Il faut rappeler que la MONUSCO est ici à l'invitation du gouvernement. Oui, oui, avec congolais. l'accord de siège. Mais est-ce que vous comprenez la colère de nos compatriotes? Elle est compréhensible parce que nous-mêmes, nous sommes en colère Merci aussi. beaucoup. Lorsque Mme Bintou dit que le Rwanda qui équipe la MONUSCO, l'équipe, ou plutôt M23, l'équipe avec des armes sophistiquées, plus élaborées, comme une arme régulière, mieux que nous, mieux que la MONUSCO elle-même. À quel sein va se vouer nos populations? C'est ce que je dis tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que Mme Bintou a cité le Rwanda. A cité Il a dit Rwanda le avec- M23. Tout le monde sait que c'est le Rwanda, monsieur le ministre. Bon, en langage diplomatique, apparemment, il y a encore de voies par lesquelles il faut passer pour en arriver à ça. Mais ici, je vous ai dit, autant le message de Mme Bintou devant le A Conseil choqué. de sécurité peut paraître une alerte, mais notre opinion, elle est choquée. Tout à fait, elle est en droit Très d'être bien. choquée de voir... Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? de voir Qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur le ministre? La population est vraiment galvanisée. On n'a suffi pas plus que ce soir à Béni que les gens ne sont pas contents que cette MONUSCO, depuis 20 ans qu'elle est chez nous, à chaque fois on nous attaque, les villes tombent et ne fait rien. Elle constate qu'il y a des morts et même au niveau du Conseil de sécurité, elle nous empêche même de lever cet embargo pour qu'on puisse s'équiper et lutter contre ces Alors, armes. vous posez plusieurs questions en même temps. Je souhaite que nous soyons progressifs Oui. pour permettre à notre population d'être bien éclairée. D'abord, je dois rappeler ici que la responsabilité de la sécurité de compatriotes relève du gouvernement. D'accord. Et nous sommes arrivés dans un contexte où, je ne voudrais pas dire que nous avons hérité, parce qu'il ne faut pas sonner comme une plainte, mais nous sommes arrivés dans un contexte où il y a un passif qui est assez lourd, où nous avons
une armée qui est engagée sur les terrains opérationnels depuis 20 ans. Et donc, il y a un défi pour nous en termes de réforme des secteurs de sécurité, un défi pour lesquels nous avons déjà la réponse. Parce que le président de la République devrait bientôt promulguer la loi sur la programmation militaire qui va nous permettre de faire la montée en puissance des forces armées. Mais évidemment, elle existe, il y a des propositions dont on en parle depuis près des 10 ans, mais ça n'a jamais été fait. Oui. Et le président de la République qui fait de la question de l'armée une question centrale de la stratégie, parce que vous ne pouvez pas être un pays comme la République démocratique du Congo, avec toutes ses ressources, avec tous ces kilomètres carrés à sécuriser et n'est pas avoir une armée à sa dimension. Et donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire avec le président de la République et nous pensons que nous aurons des résultats. Mais entre-temps, il y a des besoins urgents et pressants en termes de sécurisation de population. Et donc, la MONUSCO qui est là depuis 20 ans, on ne peut pas, ce serait malhonnête de dire que la MONUSCO n'a rien fait. Évidemment, sur la question bilan, principale, elle a combien de groupes armés sur la question principale, on a de plus en plus de groupes armés. J'en arrive. Oui. Sur la question principale de la sécurité, la MONUSCO, en tout cas en regardant le tableau aujourd'hui, on ne peut pas dire que son bilan est positif. Mais il y a d'autres questions connexes. C'est pour ça qu'à notre arrivée au ministère de la Communication, on a pensé qu'on devrait de manière étroite travailler avec ses partenaires pour être sûr que les autres tâches auxquelles ils s'occupent sont communiquées à la population. Et donc, on a fait ces briefings avec Mme Bintou le 30 décembre, on a fait avec Kassim hier, mais malheureusement, c'était dans des circonstances compliquées, pour arriver à dire au moins la vérité de ce qui a pu être fait qui était positif. Et donc, aujourd'hui, nous sommes, nous, Congolais, fatigués de rester dans une situation où l'Est de la République démocratique du Congo doit toujours être le ventre mou. Nous sommes dans une situation où nous sommes excédés de voir que beaucoup des ressources qui auraient pu être placées dans nos routes, qui auraient pu être placées dans l'investissement, dans la production, sont censées retourner à l'Est toujours pour faire face à cette menace. Et donc c'est ces sentiments de ras-le-bol dans lesquels vit notre population, dans lesquels nous vivons nous-mêmes. C'est pour ça que le président de la République a pris le pari, risqué d'ailleurs, aujourd'hui par exemple, de faire venir la force régionale. Parce qu'entre-temps, on a besoin de commercer, on a besoin de donner une issue de paix à nos populations et aux populations sous-régionales. Et donc, nous pensons que cette stratégie va nous permettre d'atteindre les résultats. Sur la MONUSCO, Monsieur le ministre, j'ai reçu un communiqué qui disait qu'il demande des poursuites. Vous allez poursuivre qui? Les jeunes Congolais? C'est moi qui ai fait. Les politiques? C'est moi qui ai été le premier. Oui. Vous allez poursuivre qui? C'est moi qui suis le premier à communiquer sur les incidents. Et donc, nous avions, et comme toujours, je me suis référé au Premier ministre qui en avait discuté avec le Président de la République. Nous pensons que tous ceux qui sont coupables des violences, de voies de fait, de part et d'autre d'ailleurs, répondent. On a tiré à balles réelles sur nos compatriotes. Répondent. Évidemment, Jean-Marie Kassama. Alors vous allez poursuivre mais regardez, on va faire des enquêtes. Parce qu'il y a eu une masse qui s'est déversée. Encore qu'il faut rendre gloire au Seigneur, que les bilans que nous avons par rapport aux populations, à la déferlante de la population, les bilans n'est pas plus important que cela. On aurait pu avoir... Oui, mais on aurait pu en avoir 100. Dans une situation où ceux qui détiennent les armes sont mis sous pression. Vous voyez, donc pour nous, lorsque nous disons que nous devons faire des enquêtes, parce que nous pensons que les familles qui ont été blessées, les familles qui ont perdu des jeunes qui représentaient leur avenir, doivent savoir ce qui s'est passé. Ça vaut de même aussi pour les casques bleus. Oui, mais il n'y en a que 3. J'ai beaucoup de sympathie pour les casques bleus, mais il n'y en a que 3. Nous avons 17 Congolais qui sont morts. Un seul mort est un mort de trop, qui qu'il soit. Et donc, pour nous, nous sommes profondément chagrinés. Bien évidemment pour nos compatriotes, mais aussi pour les autres qui sont morts loin de leur famille, loin de leur pays. Ici, nous voulons, et c'est l'un des points qui était au centre des discussions tout à l'heure, nous devons impérativement enquêter et faire la lumière et dégager les responsabilités sur ce qui s'est passé. Question beaucoup plus difficile, enfin, pour ceux qui nous suivent en ce moment, c'est l'état des sièges. Vous nous avez dit ici, dans cette émission, il y a quelques temps,
que le président a décidé d'installer l'état de siège à l'Est pour lutter contre ces groupes armés, pour à la fois l'administration militaire en finir une bonne fois pour toutes. Mais vos opposants disent aujourd'hui c'est un échec. Les élus locaux disent il faut aller évacuer tout ça parce qu'on doit revenir à la vie normale. Mais le ministre dit quoi? Vous voulez que je vous réponde franchement? L'état de siège. Je veux vous répondre comme de coutume. Ça fait 20 ans que cette situation perdure. Le président de la République, quand il est arrivé, avant de prendre ses décisions, comme très souvent d'ailleurs, il a consulté les uns les autres. Et on a pensé que nous pouvions utiliser un mécanisme prévu dans la Constitution qui nous permette d'avoir l'attitude qu'il faut pour faire face aux menaces présentes. Je vous regarde, je me souviens de nos années au Tchède. Oui. Vous savez, c'est que nous avons appris là-bas en termes de stratégie. Et donc, lorsque le président de la République décide de confier la situation sécuritaire, la gestion de ces provinces aux militaires, c'est parce que les menaces les dictent. Et c'est parce qu'il y a une demande populaire pressante en termes de retour de paix. Alors, il ne faut pas oublier que la situation à l'Est, la situation sécuritaire a beaucoup de corollaires, au plan économique, au plan social, et que tout ne devrait pas trouver des réponses avec cette thérapie de choc que le président de la République a amené sur place. L'état de siège, on ne le dit pas assez, allez consulter les statistiques auprès du ministère de Finances, vous allez voir que les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ont amélioré leur contribution au budget de l'État. Ah bon? C'était peut-être pas ça le principal objectif de D'où l'État, provient c'est cet argent? la sécurité. D'où provient cet argent? Mais parce que les militaires ont mis fin à un certain nombre de pratiques et des trafics. Parce qu'il ne faut pas regarder Mais l'État. on me dit que les mêmes militaires sont devenus regarder des trafiquants, les commerçants. Ça, c'est ce qui se disait avant. Aujourd'hui, non. Non, ça, c'est ce qui se disait avant. Sûrement qu'il y a encore des résidus, mais ici, il y a un véritable travail de nettoyage qui s'est fait au niveau de l'armée. Vous avez vu plusieurs fois l'inspecteur général aller dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, revenir avec des militaires arrêtés. Il y a des images qui existent. Ça veut dire qu'il y a un effort qui est fait. Mais ici, nous comprenons nos populations parce que lorsque, en représailles aux opérations menées par nos militaires, ces bandits, ces groupes armés ou ces terroristes des ADF vont tuer des paisibles villageois et ils en font une grosse publicité, comme ils ont de relais. Vous avez tout de suite l'impression que la stratégie ne marche pas. Mais au contraire, lorsqu'il y a des représailles de ce type, fort malheureusement, ça signifie que les terroristes sont secoués. Comme ils n'ont aucune morale, ils s'en prennent à des populations innocentes. Et sur l'état de siège, toujours dans la même dynamique. J'en arrive, JMK. Oui. Parce que je ne saurais pas vous dire que l'état de chèque est une réussite, parce que l'objectif principal, c'est d'avoir 0 mort du fait de l'insécurité. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que toute mort, pour nous, est une mort de trop. Mais je ne saurais pas non plus vous dire que l'état de siège est un échec, parce qu'il nous a permis de mieux circonscrire la menace et d'améliorer des choses que vous ne voyez pas, notamment dans le fonctionnement, dans les ravitaillements, dans l'approvisionnement de nos militaires qui sont sur le front. Ministre, et donc, il faut bien que sur ces questions sécuritaires, parce que vous avez dit, moi je veux bien qu'on nous critique, mais je voudrais bien entendre ceux-là, et c'est ça la demande que je vous formule ce soir, qu'ils amènent des propositions pour dire, écoutez, ça n'a pas marché ici, ça n'a pas marché, c'est là, faites ceci, c'est aussi cela. Le rôle de l'opposition, vous ne restez pas derrière je sais que vous n'aimez pas les petits noms, mais écrans ou les téléphones et commencez à jeter l'opprobre sur une armée ou des militaires sacrifiés. C'est ça que tout le monde dit, enfin, vos opposants disent que vous avez échoué, vous ne voulez pas leur dire, mais vous cherchez plutôt les propositions. Mais laissez-moi poser cette question beaucoup plus directement. Vous êtes l'un des ministres qui a osé dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Il utilise le M23 et vous avez même lancé, plutôt proclamé des sanctions. Rwandair ne vient plus chez nous. Certains contrats ont été gelés, pour ne pas dire supprimés. Et à un moment donné, on a même fermé nos 2 frontières.
Question maintenant. Le Rwanda, notre ami ou notre ennemi aujourd'hui? On dit que les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Le président de la République, lorsqu'il est arrivé, il a fait la promesse qu'il y aura, la paix doit revenir en République démocratique du Congo. Parce que Jean-Marie Kassamba, qu'on ne se trompe pas, le Congo n'est pas seulement grand sur la carte. Le Congo doit être grand, en réalité, sur tout le plan. Le président de la République a fait le choix historique, et risqué d'ailleurs, de renouer les contacts diplomatiques avec le Rwanda. Les gens ne se sont pas rendus compte que depuis... Il a appelé Kagame mon ami, mon frère. Évidemment, parce que lorsque vous êtes République démocratique du Congo, vous avez les devoirs de grandeur, vous avez les devoirs de transcendance. Et c'est dans cet ordre d'esprit que se trouve le président de la République. Il a visité tous les 9 pays voisins. Il ne faut pas oublier que du fait de notre grandeur et du fait de notre histoire, beaucoup des pays autour de nous dépendaient de nous par le passé. Il ne faut pas oublier que fort malheureusement, il y a une tradition qui fait qu'on veut que l'Est de la République démocratique du Congo puisse rester une région instable, parce que clairement, ça profite à l'économie des pays voisins. Et donc aujourd'hui, le président de la République avait fait ce choix pour qu'on regarde et qu'on scrute l'avenir ensemble. Mais lorsqu'il y a des faits prouvés, vous avez vu qu'il y a 2 militaires rwandais qui ont été arrêtés par nos populations. Que vous avez lâché deux jours après. La vocation, même en Ukraine aujourd'hui, lorsque vous arrêtez des prisonniers, l'idée, ce n'est pas de les tuer. L'idée, c'est de les rendre le moment venu. Il fallait qu'on les juge. Parce que lorsqu'il y a, lorsqu'une guerre pour s'est des faite, crimes, il y a des règles d'engagement. Le président de la République, lorsqu'il a fait ce choix, très peu le savent, mais il y avait un compatriote qui avait été enlevé à Gisenyi. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais, beaucoup à Kinshasa ne le savent peut-être pas, qui vivent à Gisenyi et qui travaillent à Goma. Et donc, lorsque vous avez un compatriote qui a été enlevé, et lorsque vous êtes, vous, disposé à faire la paix, qu'est-ce que vous faites? Et donc, le fait que le président de la République a relâché ces militaires rwandais qui ont été réclamés par leur gouvernement constitue plutôt la preuve devant témoin l'Angola que les militaires rwandais étaient bel et bien chez nous. Et ce que nous disons, c'est des choses qui sont vraies et vérifiées sur terrain. C'était nécessaire de les renvoyer au Rwanda? Dès lors, alors que c'était nos nos éléments de preuve. Non, les éléments de preuve, nous les avons dès lors que le président angolais, parce qu'il ne faut pas oublier que ces militaires ont été interrogés par les mécanismes de vérification. Ils ont avoué qu'ils étaient en opération. Cela a été acté, même si diplomatiquement, cela n'a pas été clairement dit par beaucoup, à l'exception des Américains, mais ça veut dire que les choses sur le terrain progressent. Et au début de cette confrontation, moi j'avais dit que nous sommes sur le front médiatique, diplomatique, militaire et judiciaire. Parce que nos 2 enfants qui ont été tués par des bombes rwandaises de 6 ou 7 ans ont des familles. Pour leurs âmes, ceux qui sont responsables doivent en répondre. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons des centaines de milliers de compatriotes qui sont déplacés. Nous avons besoin qu'ils reviennent et qu'ils retrouvent la paix. Vous avez vu que sur le front diplomatique, les lignes ont bougé. Vous avez vu aussi que sur le front médiatique que nous tenons, les lignes ont bougé parce que le président Kagame s'est senti dans l'obligation de 2 fois en une semaine de venir s'expliquer. Il s'est dévoilé. Mais bien évidemment, qui s'excuse s'accuse. Et donc aujourd'hui, pour nous, il est établi que les M23 disposent du soutien du Rwanda et nous utilisons vous êtes les très suivi en ce moment, mécanismes diplomatiques qui vont nous permettre, de gagner, parce que toutes ces opérations, Jean-Marie Kassamba, se font sur le territoire congolais. C'est des Congolais qui meurent. Et je vous ai dit tout à l'heure que toute mort, pour nous, est une mort injustifiée. Permettez, monsieur le ministre, vous êtes très suivi en ce moment. Et cette émission, nous l'avons annoncé. Effectivement, les gens nous suivent un peu de partout, de Paris, de Goma, du Brésil au Gabon. Je vous les pose sur ces chapitres de la sécurité. 3 questions. Monsieur Jérôme Kankwenda de Paris dit, monsieur le ministre, nous vous suivons avec beaucoup d'attention. Comment expliquer que vous faites confiance à l'Ouganda alors que les ADF viennent de là? Deuxième question, toujours de monsieur Kankwenda. Comment la MONUSCO peut-elle faire entrer ses armes ou ses équipements par l'Ouganda? Monsieur Laurent Kazadi, qui est à Goma. Monsieur le ministre, dites-nous clairement les accords signés avec, entre la RDC et l'Ouganda. Qu'est-ce que vous avez signé avec les Ougandais? Monsieur Marcel Kabongo, à Libreville au Gabon. Pourquoi ne pas faire comme l'Angola
qui a chassé l'armée des Nations Unies chez elle et aujourd'hui l'Angola est calme. Alors, je veux prendre par le bas. S'il y a une question qui m'échappe du fait de ma vieillesse, vous il y allez a me pas de rappeler. souci, vous êtes rencontrés. Alors, écoutez, 40 ans, il n'y a pas longtemps. j'ai dit tout à l'heure que nous sommes déjà engagés dans un processus de retrait avec la MONUSCO. Même s'il faut divorcer, il y a moyen de divorcer de manière civilisée. À l'amiable. S'il faut prendre cet exemple-là. Oui. Mais aujourd'hui, nous avançons sur ces plans. Il y a un plan conjoint de retrait sur lequel nous travaillons. Nous pensons que ces plans vont aboutir. Alors, sur la question pourquoi les Nations Unies font passer les armes par l'Ouganda. Par l'Ouganda, je ne suis pas... Alors que les ADF viennent de là. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant, mais nous sommes, nous, il y a un accord. Mais si on a vu les il y a un contingents accord de siège. des Nations Unies qui entraient par Il l'Ouganda. y a un accord de siège Oui. avec les Nations Unies qui représente tous les pays du monde, qui fait qu'ils sont en droit d'amener les armes ici. C'est un accord qui existe de manière claire. Alors, vous dites, il y avait une question sur les ADF. Oui. Les ADF, c'est un mouvement terroriste d'origine ougandaise. Ils sèment la mort plus chez nous qu'ils ne le font en Ouganda. Même si en novembre dernier, il y a eu un attentat là-bas. Et donc, comme mouvement terroriste, le terrorisme par tous ces combats en groupe, que ce soit Boko Haram, que ce soit Al-Qaïda, et d'ailleurs, il existe sous la conduite du gouvernement américain une coalition mondiale de lutte contre Daesh. Et donc, aujourd'hui, les ADF représentent une menace commune à l'Ouganda et à la République démocratique du Congo. Nous avions donc les devoirs de Et voir... pourquoi il n'y a pas un comment- dialogue entre les ADF et les Ougandais, comme nous l'exige, nous, avec l'M23? Mais cette question, il faut la poser aux Ougandais. De toute évidence, pour nous, tous ceux qui tuent nos populations doivent en répondre. On les combat. Et c'est pour ça que nous sommes engagés dans un processus. Parce qu'avec les pays limitrophes, la question de la sécurité est une question que nous devons aborder de manière sereine. Pour être sûr que notre pays ou les leurs ne sert pas de base arrière. Et à quelque chose, malheur est bon. Parce que cette situation que nous connaissons va nous permettre, une bonne fois pour toutes, parce qu'elle va se terminer, bientôt j'espère, avec tout ce que le président de plan comme stratégie. Ils vont quitter nous Bunagana, permettre, vous êtes il faut que, évidemment, il faut que Nous, on ces est capable de M23, chasser de ces Bunagana. M23, Oui. non, Jean-Marie Kassamba. On est incapable de chasser de Bunagana, c'est il faut savoir que la guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, se joue sur plusieurs plans. Nous étions à Luanda sous les auspices du président Lourenço. J'étais là, Oui. et il a été convenu d'un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu s'applique à toutes les parties. Parce que lorsqu'on fait un cessez-le-feu, c'est pour donner la possibilité à la diplomatie de régler les problèmes. Et nous sommes sur le front diplomatique qui a permis, en tout cas avec le Rwanda, d'atterrir après la réunion de la commission mixte. Et on se parle Mais il y a maintenant, un temps, avec les Rwandais. mais on se parle, évidemment, on se parle. On se Oui, j'ai parle, vu un ministre on rwandais on ici. se parle, y compris pour se dire des vérités. Oui, il est venu pour... Il y a une conférence ici à Il Kinshasa, il y a est un venu- ministre il rwandais. est venu dans le cadre du sommet Du de la- CAC? oui, où le Rwanda est membre. On se parle parce Si la que... population parce- des Quinois l'avait vu, il aurait... Non, il faut pas... secouer il un faut- peu, hein. Non, ça veut dire qu'ici, Non, hein. il y a une frustration. Il y a une frustration, il y a un sentiment de colère. On peut être frustré, on peut être en colère sans être violent. Il ne faut pas faire l'apologie de la violence d'aucune manière. Et donc, nous qui sommes le gouvernement, qui sommes revêtus du mandat populaire, nous sommes en train de travailler pour régler la question suivant les schémas que je vous ai donnés. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est bien à quelque chose malheur bon parce que la question qui rebondit nous permettra, après avoir recouvré la paix, de poursuivre, parce qu'il y a des responsables, notamment du M23, qui sont pointés dans des rapports de Nations Unies Monsieur le ministre. et qui sont hébergés dans ces pays Monsieur voisins. le Donc ministre. le temps de la justice arrivera. Monsieur le ministre, votre gouvernement est reproché de ne pas répondre économiquement aux besoins de la population. L'économie qui entraîne le social, naturellement. Vous justifiez tout par la guerre en Ukraine, par le Covid, par... Je peux encore poser ma question. Et vous apaisez. Nous allons voir ensemble maintenant sur le plan économique et réellement quelle est la situation. Là, vous vous enorgueillez d'avoir mobilisé suffisamment de moyens, d'avoir construit suffisamment de choses et que ce qui n'a pas été fait, vous l'avez fait dans votre gouvernement. Et puis juste après, beaucoup de questions. Malheureusement, vous êtes la seule voix autorisée aujourd'hui, vous allez tout prendre. Je suis à votre disposition. Voici ce que nous pensons sur le plan économique. Et Patrick Mouyaya, qui est avec vous,
va répondre. Depuis quelques mois, la RDC ne cesse de se vanter de l'embellie de sa situation économique. Les réserves d'échange sont à un niveau record, idem pour la mobilisation des recettes par les différentes régies financières. Et ce, dans un monde post-Covid et rongé par les conflits entre la Russie et l'Ukraine qui fait vivre un enfer à l'économie mondiale. Contrairement à l'euro par exemple, le franc congolais est stable depuis plusieurs mois et enregistre des légères appréciations semaine après semaine face au dollar américain. Au début du mois de juillet, la Banque centrale annonçait une appréciation de 0,02% de la monnaie congolaise. En ce qui concerne le premier semestre, les recettes mobilisées s'élèvent à 9 717,1 milliards de francs congolais, soit 136% par rapport aux assignations du semestre, évaluées à 7 146,3 milliards de francs congolais. À ce jour, ces recettes sont à 66% par rapport aux prévisions annuelles fixées à 14 790,7 milliards de francs congolais par le Parlement. Des chiffres qui confirment la tendance haussière des recettes car il se constate clairement une augmentation de 80% en comparant à celle réalisée au premier semestre 2021 qui s'est située à 5 402,4 milliards de francs congolais. À côté de cela, il y a les satisfactions enregistrées dans le cadre du programme élargi du gouvernement, appuyé par la facilité élargie de crédit. En juillet encore, 203 millions de dollars américains ont été décaissés immédiatement pour la balance des paiements, confortant ainsi les réserves d'échange de la Banque centrale du Congo. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international sourient finalement à la RDC pour la première fois depuis 2005. Une confiance méritée après la vaste campagne menée par Kinshasa sur la fin des coulages des recettes grâce au redoutable inspecteur général des finances, exerçant à la fois une mission de dissuasion et de répression. Seulement, si les pilleurs de l'État ont désormais peur, la population, elle, attend encore les retombées de ces avancées dans son ménage. Les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper et les opérateurs économiques se disent découragés par les politiques du gouvernement. De la taxe, ou plutôt phénomène RAM, au bras de fer pour les billets d'avion, le patronat congolais n'aurait pas tort de se plaindre. Monsieur le ministre, avoir de l'argent c'est bien, mais il faut vivre. Vous dites que vous avez mobilisé suffisamment. D'ailleurs, le chiffre que Christopher Ochekoum vient de nous donner dans cet élément donne à croire que le gouvernement pour lequel vous assurez le porte-parole là est l'un des meilleurs. Comment expliquer qu'il y a des impayements? Nos diplomates pleurent, nos policiers n'ont pas de tenue. Que dire encore? Les médecins sont en grève et les professeurs d'université. Jean-Marie Kassamba, vous avez dit que nous étions les meilleurs. Nous sommes modestes. Et je pense que dans les jours qui viennent, avant que je ne vienne ici, j'étais dans une discussion avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Est-ce que vous savez que depuis le premier trimestre du mois d'avril, il y a eu une augmentation de 30% pour tous les fonctionnaires et agents publics de l'État. 30% pour les fonctionnaires. 30% de salaire. Est-ce que vous savez que depuis la fin du mois de juillet, il y a eu une augmentation de 15% de plus, soit à peu près 45%. Est-ce que vous savez que depuis plusieurs mois, l'impôt, l'IPR, qui était prélevé à hauteur de 15%, n'est plus prélevé qu'à hauteur de 3%. Ici, Jean-Marie Kassamba, il faut bien me regarder dans les yeux. Je vais emprunter une expression du Premier ministre Adolphe Muzito qui disait à l'époque « On ne peut pas faire un paradis social dans un désert économique ». Ça fait une bonne décennie, au moins, qu'on n'a pas résolu dans les fonds le problème de Congolais. Nous, aujourd'hui, et c'est cela l'exercice qu'il faut qu'on fasse avec vous, il faut que les Congolais nous jugent à partir de notre point de départ. Le Congolais aujourd'hui nous juge en fonction de sa situation de pauvreté, qui est bien vieille avant l'arrivée du président de la République aux responsabilités de notre gouvernement. Et donc, si nous devons être jugés en fonction de l'état de la pauvreté, du fait des années et des décennies de non-investissement, de non-production, nous serons toujours dans les négatifs. Mais si on doit nous juger par rapport à nos objectifs circonscrits au terme du mandat de 5 ans du président de la République, je n'ai pas envie de vous dire que nous sommes excellents.
sur les questions. Excellent, J'en arrive excusez-moi. parce que j'ai entendu ça et là. Oui, oui, J'ai Kaboul l'a entendu- dit, Franck Diongo l'a dit. Non, écoutez Jean-Marie vous Kassamba. n'aimez pas les individus, Écoutez, moi, je vous non, le dis non, quand même. non, s'il vous plaît. Il faut... Le Congolais souffre. Lorsque vous êtes guidé par la vengeance, vous perdez toute objectivité. Donc, Lorsque vous pensez que c'est dans la calomnie, dans les insultes, que dans les médisances, que vous serez une alternative pour le Congolais, vous vous trompez. Et d'ailleurs, Jean-Marie Kassamba, j'espère que vivement, vous les médias, vous allez vous organiser pour faire le tri des hommes qui auront accès à vos plateaux. Parce que les Congolais ont besoin d'entendre un discours qui va leur permettre de voir qu'ils ont des hommes politiques responsables et capables de régler les problèmes qui se posent à eux. C'était une parenthèse. Et donc, aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, tous nos chiffres sont certifiés FMI Banque mondiale. Ah oui? Je vous épargne d'ailleurs l'indice, peut-être que Nicolas Kazadi l'expliquera mieux, l'indice d'appréciation du pays, l'indice de cotation du pays, Moody's, a été amélioré. Tout ça, ou MCC, les indicateurs montrent que nous sommes dans les positifs. Alors, peut-être que ceux qui racontent leur vie, entre guillemets, ne savent pas comment fonctionnent les FMI quand ils arrivent. Ils viennent 3 fois ou 4 fois par an. Ils font des revues trimestrielles. Qu'est-ce que j'entends par revue trimestrielle? Jean-Marie Kassamba, les experts arrivent. Ils disent quoi? Les gens de la Banque mondiale, du des fond, fonds je vous monétaires. explique. Parce que les gens, quand ils entendent Ils parler font de ça... semblant ou ils disent la Non, vérité? s'il vous plaît, vous n'allez pas nous dire que nous les avons corrompus. Jean-Marie Kassamba, écoutez-moi. Ils viennent des experts, des spécialistes de chiffres. Ils s'émettent avec le ministre des Finances, le ministre du Budget ou les ministres qui sont impliqués dans les COFIN pendant au moins une semaine et la Banque centrale. Ils scrutent chaque point. Le plan des trésoreries, comment nous avons dépensé, comment nous avons mobilisé. Ces revues que nous faisons aboutissent à des satisfaits. Et depuis 2011, depuis qu'on n'est plus en programme, depuis 2011, on a repris le programme formel 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, nous avons passé le test, si vous voulez que je m'exprime de cette manière, avec satisfait. Et donc, poser la question à la Banque mondiale. Aujourd'hui, laissez-moi terminer. Oui, Laissez-moi terminer, vous allez continuer. Terminé. Et aujourd'hui, nous avons atteint le pic en termes de réserve de change jamais atteint. 4,2 milliards. On nous dira que ce n'est pas assez. Nous disons, nous aussi, 4,2 milliards. Allez vérifier auprès de la Banque centrale. Allez vérifier auprès de la Banque centrale. Écritures. C'est disponible. Allez vérifier à la Banque centrale. Parce qu'aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils nous critiquent, je suis désolé. C'est pour ça que je vous demande à vous d'élever le niveau du débat. Parce que vous aurez des hommes politiques qui pourraient aller... Les données sont disponibles. Vous allez à la Banque centrale, si nous racontons nos vies, vous allez auprès du FMI Banque mondiale, ils vous donnent des chiffres et vous venez confronter. De toute façon, Jean-Marie Kassamba, dans la prochaine étape de notre stratégie de communication, on fera des débats. On a besoin des interlocuteurs qui seront capables... Vous voulez les affronter maintenant? Qui seront capables. Non. Nous sommes engagés dans la transparence et dans l'esprit de redevabilité. Nous pensons que les Congolais méritent de connaître ce qu'il y a dans les trésors publics et méritent de savoir comment cela se gère. Non, vous aviez à l'introduction de votre question dit des choses qui méritent d'être recadrées. Notamment. Vous avez dit par exemple que les diplomates pleurent. Est-ce que vous savez qu'au moment où je vous parle, nos ambassades seront équipées et en véhicules et rénovés? Les véhicules qui ont déjà été commandés. Est-ce que vous savez que nous n'avons plus d'arriérés, nous, dans les organisations internationales? Est-ce que vous savez que nos diplomates qui étaient jadis impayés sont régulièrement payés et reçoivent le frais de fonctionnement? Lisez le compte-rendu du Conseil de ministres d'il y a 2-3 semaines. Lutundula l'a dit. Et donc, malheureusement, comme nous vivons dans un contexte où les gens veulent rester dans des incantations et voir du noir, parfois quand c'est du blanc, ils ne se donnent pas un petit effort pour s'informer. C'est pour ça que de manière régulière, nous faisons des briefings pour que les gens entendent. Et écoute, vous savez que le président de la République parle des problèmes des Congolais et quotidiens à chaque conseil de ministre. Qui flambe maintenant, j'en arrive sur les prix. J'en arrive sur le prix. Est-ce que vous savez... Le panier de la ménagère. Laissez-moi vous répondre. Oui. Est-ce que vous savez que les litres du carburant que vous consommez, Jean-Marie Kassamba, l'État paye 40% pour vous?
Est-ce que vous le l'État ne savez? paye plus? Non, non, non. Les non, pétroliers non, disent... non. L'État Il y a des contentieux. L'État ne répond plus à ses... des contentieux. L'État ne répond plus à ses obligations. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer ma réponse. Oui. Il y a des contentieux avec des opérateurs parce qu'on est des partenaires. Il y a des contentieux d'ailleurs qu'on a trouvés. Mais aujourd'hui, avec les pétroliers, les conversations continuent et ils sont payés, la contrepartie leur est versée. Et donc, je disais que est-ce que vous savez que votre carburant, les carburants que chaque Congolais consomme dans les taxis, l'État prend une bonne partie de la charge. C'est le carburant qui est les déterminants des prix des autres denrées, Oui. les plus souvent. Oui. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé au Sri Lanka? Je vous épargne parce que n'oubliez pas, Ah, on a chassé le n'oubliez président pas là-bas, que hein. tout ce qui s'est fait ici, Oui. mais il y a eu des pays où pendant des jours, des avions n'ont pas volé, des véhicules n'ont pas circulé. Oui. Et donc, nous résistons plutôt bien. Nous, on a Nous failli passer résistons par là. plutôt, nous résistons. Oui, on a failli failli, passer on par là. a failli, mais on n'est pas passé. On a vu le ministre Boudim, voilà, en On Angola et tout on ça. a failli, mais on On n'est a pas failli passé. Ça veut passer dire par qu'il y a un gouvernement qui travaille. Il y a un gouvernement qui s'assure que les problèmes les plus urgents du pays sont résolus. Et donc, aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte des conséquences de la guerre en Ukraine. Mais on ne prend pas de précautions Covid. comme d'autres pays. Je ne parle- Non, quelles précautions il faut prendre lorsque vous êtes aujourd'hui au 154e jour de la guerre, vous êtes tenu de survivre parce qu'on a développé une forme de dépendance en termes d'approvisionnement. Lorsque mon collègue Didier Boudim vous parle aujourd'hui d'appels d'offres pour nos blocs pétroliers gaziers, j'entends des ONG dire vous pouvez pas, vous pouvez pas, vous pouvez pas. Mais Protection de Jean-Marie, l'environnement. écoutez, c'est On pas, n'est pas solution, dit le président de la République. c'est État pas les, solution, c'est pas c'est les ça? ONG Oui. qui doivent nous apprendre à protéger notre propre environnement. Première chose, aujourd'hui, Jean-Marie Kassama, nous, comme gouvernement, nous devons faire face à un impératif de sécurité. Aujourd'hui, c'est cette grosse hypocrisie que nous fustigeons. Parce que lorsqu'on parle de groupes armés et tout ce dont on parle, ça se passe dans un patrimoine protégé de l'humanité qui s'appelle Virunga. Je vois des gens, des amis des ONG s'émouvoir, plus que lorsqu'il s'agit du sort des gorilles que des humains. Je suis désolé, ce cynisme n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et donc, nous pensons, s'est réveillé finalement. nous pensons, non, c'est pas que nous étions endormis. Nous pensons aujourd'hui que si nous avons suffisamment de moyens, assurer la montée en puissance de notre armée, régler les problèmes d'insécurité, nous protégerons mieux les climats, nous protégerons mieux nos espèces rares, qui, lorsque ça tire, vont dans les pays voisins font des profits. Vous comprenez pourquoi c'est peut-être l'une des raisons de la guerre. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où ceux qui sont nos partenaires, qui veulent, parce que même si les gens veulent raconter des choses, nous restons les pays solutions pour les enjeux du moment. Alors, si nous sommes pays solutions et que le monde estime que nous, on ne devait pas profiter de nos énergies fossiles, mais le monde n'a qu'à nous donner la contrepartie qu'il faut pour avoir la sécurité qu'il faut, pour avoir les routes qu'il faut pour nos populations et pour régler ces problèmes. Monsieur le ministre, on a participé à beaucoup de COP. C'est plutôt les Gabon, Congo-Brazzaville et les autres qui prennent ces crédits carbone, cet argent pour préserver l'environnement, que la RDC, on n'a pas une politique environnementale qui tient la route. Non, écoutez, non, ça c'est ce que vous dites. C'est parce que vous n'avez pas... On nous le reproche très souvent. Je suis désolé. Votre collègue Eve Bazaïba nous a amené combien Laissez-moi... à toutes les conférences auxquelles elle a participé. Laissez-moi, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, vous répondre. Oui. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est l'argent que nous aurons en termes de compensation qui va nous permettre de faire notre développement. Mais on ne transforme rien. Non, j'en arrive, Jean-Marie Kassamba. Oui. C'est parce que, je suis désolé, peut-être qu'on vous invitera régulièrement. J'ai un briefing normalement cette semaine avec Mme Bazaïba Avec plaisir. et M. Bidimbou. Nous Avec avons une plaisir. stratégie environnementale qui s'appelle CDN. Lorsque nous allons à ces COP, nous sommes candidats, nous allons d'ailleurs organiser la pré-COP 27, nous avons une contribution nationale où nous avons, nous, République démocratique du Congo, identifié ce que nous devons faire pour protéger les climats. Et donc aujourd'hui, qu'on ne nous fasse pas une mauvaise campagne, lorsque nous pensons que nous devons profiter de nos ressources pour régler les problèmes de nos populations, que le monde ne règle pas pour nous. Et par ailleurs, nous ne pouvons compter d'abord que sur nous-mêmes et sur nos propres ressources. Dernière question, Et monsieur donc, le ministre, sur le volet économique. Est-ce que l'embellie, là, que vous nous dites, là, tout le monde vous suit, hein, tout le monde dit, voilà, Mouyaya, meilleur défenseur de Sama Lukonde, communiquant par là, mais est-ce que cette il n'y a contradiction- aucune défense ici, nous disons la vérité, Attendez, mais nous cette présentons les faits. contradiction entre les impayements
notamment dans la De fonction quel publique. impayement vous parlez? Mais les députés provinciaux ne sont pas payés. Non, Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît. Députés Ne provinciaux. mélangeons pas les choses, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne faut pas confondre des contentieux qui sont accumulés depuis avant nous et ce que nous faisons. Mais vous êtes Vous les- savez, il y a 25 000 fonctionnaires. Vous êtes l'État, assumez-vous. Écoutez, il y a 25 000 fonctionnaires Oui. qui ont été, pour cette seule année 2021, mécanisés et payés. Et ils ont été payés avec 4 mois de rappel. Je sors d'une réunion avec le ministre de la fonction publique, les VPM Liaou. Posez-lui la question, il vous dira. Il n'y a aucune situation de paiement qui ne soit pas prise en charge. Alors, n'allez pas suivre les discours des uns et des autres, parce que sur les fonctionnements des assemblées provinciales, le président de la République en a parlé dans une de ses communications, et qu'aujourd'hui, s'il y a peut-être un arriéré, d'ailleurs dans certaines provinces, on paye 1 mois pour 2, parce qu'il y avait des arriérés, on envoie pour 2 mois. Et donc, et s'il y a des difficultés, allez voir Nicolas Kazadi Monsieur ou le Aimé ministre. Sangara, Monsieur le ils vous donneront les chiffres. Et donc, Jean-Marie Kassamba, c'est peu Oui. ce qui est payé à nos fonctionnaires, c'est peut-être pas proportionnel aux besoins qui sont les leurs au regard de la taille de nos familles, mais par rapport à notre contexte, il faut savoir apprécier l'effort qui est fait. Monsieur le ministre, s'il y a un chapitre sur lequel on vous attend ce soir, c'est la politique. Qu'êtes-vous le oui ou non, vous allez nous répondre. Quand même, tout le monde s'est vertueux de dire que 2023, le président Tshisekedi va respecter le rendez-vous. Ce n'est pas ce que dit Franck Diongo, ce n'est pas ce que dit le PPRD, ce n'est pas ce que dit Loubaya, ce n'est pas ce que dit Kabonde, etc. Question, avant que vous puissiez nous expliquer un peu ce que vous pensez et surtout ce qui est, on voit ce que nous avons préparé ici, sur le plan politique, et vous allez vous rendre compte que les doutes persistent, les doutes sont là. Et les gens continuent à penser que les assurances de Mouyaya durant tout ce temps et du gouvernement de Samalou Kondé ne rassurent pas les uns les autres. Volet politique. Dès le lendemain de la prestation de serment de Félix Tshisekedi, la classe politique congolaise avait déjà lancé le débat sur les prochaines élections. L'ancien président de la CENI et son bureau ont été d'ailleurs parmi les premiers invités du nouveau président de la République quelques jours après. Les uns attendent les élections comme un moment de vengeance pour rattraper ce qu'ils ont perdu ou ce qui leur a échappé de près. D'autres, déçus à mi-parcours, espèrent un nouveau départ en 2023. D'autres encore veulent pour cette fois une majorité parfaite et non une obligation de coalition pour gouverner. Dans un climat aussi tendu, la sélection n'a donc pas été facile pour les hommes orchestres, que ce soit à la Commission électorale nationale indépendante ou encore à la Cour constitutionnelle, organe censé confirmer les scrutins. Malgré les contestations de quelques partis, cette page semble désormais tournée. À présent, les questions sont ailleurs. Le scrutin pourrait-il se tenir à temps convenu, c'est-à-dire en 2023? C'est le souhait déclaré du président de la République, du bureau de la CENI, même si la situation sur terrain fait voir le contraire avec les différentes crises que le mandat de Félix Tshisekedi a eu à traverser. Les politiciens, eux, ne perdent pas de temps, des alliances se font et défont. Ainsi, plusieurs se sont déjà déclarés candidats, en commençant par les chefs de l'État lui-même. Arrivé deuxième et ayant revendiqué la victoire, Martin Fayulu aussi a été déclaré candidat président de la République et s'est séparé de son partenaire Adolphe Muzito, lui aussi candidat. D'autres encore, même si on sait qu'ils n'accompagneront pas Félix Tshisekedi, continuent de faire planer le doute sur leur tête d'affiche comme le camp Kabila ou sur le moment de se prononcer comme Katumbi. Kamere, sorti de prison, ne s'est pas encore clairement prononcé comme un autre leader de sa région, Bahati Lukwebo, qui a été le tout premier à soutenir la candidate du président sortant. À côté de Matata Ponyo, Jean-Marc Kabund et les autres, le match, peu importe quand il aura lieu, ne semble pas gagner d'avance. En tout cas, Patrick Mouyaya, le monde et surtout les Congolais vous écoutent maintenant sur les assurances que vous pouvez donner aujourd'hui. Beaucoup de candidats présidents, ça bouge à l'Union sacrée. Je ne vais pas vous poser la question qui est parti, qui n'est pas parti, parce que ça bouge énormément en ce moment. Et puis troisièmement, est-ce que votre gouvernement a disponibilisé les moyens nécessaires pour qu'enfin on puisse espérer avoir ces processus électoraux effectifs? D'abord, je tiens, avant la diffusion de reportage, je crois qu'il ne faut pas prendre de fausses références.
Parce qu'un processus électoral est un processus qui met à l'évidence plusieurs acteurs, plusieurs institutions. Et dans l'organisation des élections, c'est la CENI, l'organe technique qui organise, mais il y a des institutions, notamment l'Assemblée et les Sénats qui font des lois, le gouvernement qui met les moyens à disposition, et ce qu'on appelle le partie prenante, les partis politiques, la société civile, la communauté internationale et tout le reste. Nous avons lancé un processus électoral qui est piloté par M. Denis Kadima. Nous, comme gouvernement, nous avons la responsabilité de mettre à disposition des moyens, d'assurer la sécurité. On travaille aujourd'hui en commission, nous avons travaillé sur la cartographie électorale et je souhaiterais, Jean-Marie Kassamba, que vous puissiez lire la feuille de route de la CENI. Parce que beaucoup qui parlent du processus électoral sont encore nostalgiques d'un passé. Parce qu'ils pensent que nous pensons que nous ferons les glissements. Je vais vous faire une petite part. Je vais vous faire une petite part. Vous planifiez un glissement. Je vous ai dit tout à l'heure que vous prenez des fausses références. Vous pouvez planifier un glissement dès lors que vous prenez des fausses, ministres qui créent des partis politiques. Dès lors que vous prenez des fausses références, vous viciez un peu le débat. Je veux vous dire, Kabouya Lumuna Sando, paix à son âme. Oui. Il a écrit un livre vers 2016-2017, dont j'oublie le titre, mais je vous l'offrirai, où il fait la démonstration qu'à chaque fois qu'on a essayé les glissements dans ce pays, ça n'a pas fonctionné. Ah oui? Le premier, le président Kassavou, vous vous souvenez du chapitre où la Konakat, avec Moïse Tchombe, avait gagné les élections et que le boulevard était plus ou moins ouvert pour Moïse Tchombe, pour la présidence de la République. Populaire d'ailleurs. Vous savez comment les choses se sont passées après parce qu'il y a eu tentative de glissement. Regardez la CNS et toutes les péripéties de l'histoire de ce pays qui est pleine d'élections. Aujourd'hui, le président de la République, il faut regarder son acabit, son background, d'où il vient. De l'UDPS, qui est reconnu comme un des premiers partis d'opposition ici, en République démocratique du Congo. Je viens d'un parti qui était aussi pendant de longues années un parti d'opposition qui s'appelle le PALU, où on dit c'est le peuple d'abord. Nous, au PALU, nous disons le peuple vaincra. Ça veut dire qu'on croit que le pouvoir, le bon, c'est celui qui émane du peuple. Et donc, pour ce qu'on a vécu en 2016-2018, les glissements pour nous n'est pas une option. Encore que si glissement devrait y avoir, cela ne dépendrait pas de nous, cela dépendrait de la CENI. Alors, la responsabilité du gouvernement... Qui contrôle la CENI? Non, la question... C'est vous? La CENI est un organe qui comprend tout le monde. N'est-ce pas? Vous avez assisté à la constitution du bureau de la CENI. Le cauchemar que nous avons depuis qu'on a commencé les processus démocratiques en 2006, c'est qu'à chaque processus électoral vient avec son lot des contestations. Nous avons vu par exemple qu'en 2006, l'UDPS n'a pas participé aux élections, mais les élections ont eu lieu. Et donc aujourd'hui, la CENI travaille. Parce que j'ai suivi récemment à la télévision, comme vous d'ailleurs, que la CENI avait des cas de concertation où elle communique. C'est la CENI qui organise les élections. Alors, nous, comme gouvernement, aujourd'hui, nous mettons à disposition c'est fait ou des moyens. Non, c'est virtuel. Je ne vous parle pas des choses qui sont virtuelles. On dit Nicolas je vous Kazadi parle ne de paye choses. pas. Non. Posez la question au président de la CENI, il vous donnera des chiffres, parce que des chiffres, j'en ai. Depuis les débuts du processus, et d'ailleurs régulièrement, en Conseil de ministres, lorsqu'on fait l'évolution de la situation financière, nous disons toujours les postes et des dépenses en termes de transparence de ce qu'on a pu donner à la CENI. Est-ce que vous certifiez aujourd'hui, est-ce que vous certifiez aujourd'hui que nous sommes au mois de juillet, la CENI a reçu depuis le mois de janvier régulièrement ce dont il a besoin? La CENI reçoit... Il y avait une discussion, parce que le président de la CENI voulait avoir une autonomie financière pour avoir, par exemple, 3 mois. C'est constitutionnel. Mais il y a une situation de trésorerie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des urgences. Mais les dépenses pour la CENI, pour nous, au niveau du gouvernement, c'est des dépenses prioritaires. Il y a des dépenses des deux ordres. Il y a des dépenses liées à l'organisation des opérations électorales, des dépenses de fonctionnement, des paiements des arriérés, et le gouvernement s'acquitte de sa part. Donc, sur la question de moyens, il peut y avoir un retard,
Mais il faut vous rassurer que ces retards sont vite rattrapés parce qu'ils sont dus notamment aux équilibres financiers que nous devons tenir, parce que nous travaillons avec le fonds de manière quotidienne. Donc il y a des limites qui se font, mais la CENI ne peut pas se plaindre de manquer de moyens. Donc vous prenez On avait l'engagement une aujourd'hui question qu'il y principale. aura effectivement respect Mais de on ce n'a délai pas, en 2023. on n'a pas besoin, nous, de prendre des engagements particuliers sur le respect des délais dès lors que c'est la CENI qui s'occupe des aspects techniques organisationnels. Pour les aspects qui concernent le gouvernement sur Oui. les financements, Oui. nous allons financer, malgré tout le contexte de crise, pour que les élections se tiennent dans les délais pris. Le président l'a dit, le Premier ministre l'a dit, nous y tenons. Pour les autres aspects, les aspects techniques, interrogez M. Denis Kadima et son bureau, ils vous donneront des éléments. Monsieur Nous avons, ce que je vais dire est fondamental, nous avons une priorité. C'est laquelle? La priorité du gouvernement, c'est ce que vous aviez entendu à l'époque, on parlait de mutualisation. Parce que On dit pour que c'est ça qui va créer le glissement, la mutualisation. gouvernement, non, je vous explique, parce que ceux qui pensaient profiter, Recensement, ceux fichier, qui tout ça mis ensemble. pensaient Oui. profiter de ça se trompent éperdument et ils devraient regarder des choses autrement. Parce que nous, la préoccupation de notre gouvernement, qui tient particulièrement à cœur le Premier ministre, c'est de doter le Congolais, au terme de notre mandat, d'une carte d'identité. C'est le minimum. Et il y a des similitudes au plan opérationnel entre ce que fait la CENI, qui fait un recensement électoral, et le NIP, qui doit faire un recensement administratif pour identifier la population. Aujourd'hui, le compromis qui a été trouvé, c'est que la CENI va rajouter sur les 11 éléments dont la CENI a besoin dans la constitution du fichier électoral, la CENI va rajouter 16 autres éléments. C'est des questions techniques, j'espère que vous aurez le temps de discuter avec les techniciens pour qu'ils édifient notre peuple. La CENI va rajouter 16 éléments dans la constitution du logiciel de l'identification pour permettre immédiatement après l'enrôlement de verser les éléments qui vont servir à l'identification de la population. Le NIP, en ce moment-là, se chargera d'identifier le moins de 16 ou de 18 ans, dépendant de quand l'enrôlement va commencer. Suivant la feuille de route, je pense que si j'ai bien lu, ça commence au mois de Monsieur le ministre, décembre. on tend vers la fin de cette émission, mais je m'en voudrais si je ne pose pas cette question. Vous parlez beaucoup de l'état des droits. Depuis quelque temps, on assiste à des arrestations d'acteurs politiques. Les tout derniers, c'est Jimmy Kitenge du PPRD, à des journalistes qui sont arrêtés. Vous allez nous parler un peu de ça, parce que vous avez été l'un des ministres qui avait organisé les états généraux. Vous êtes en train de réformer les secteurs en ce moment. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est contradictoire entre ce que Félix Tshisekedi disait autrefois, les cachots de l'ANR seront fermés, l'ANR est de plus en plus active, ce qu'il disait sur on ne peut me critiquer, on n'arrêtera personne, eh bien on arrête beaucoup. Et troisièmement, eh bien, les médias commencent à avoir peur. On arrête beaucoup, on arrête combien? Parce qu'il ne faut pas aller, il faut pas verser Jean-Marie Kassamba dans le sensationnel ou dans la généralisation. Il faut toujours se rappeler le contexte d'où on vient, où nous sommes, où on doit aller. Aujourd'hui, moi, personnellement, je n'ai pas suivi tous ces derniers cas, ni les détails. Parce qu'il ne faut pas vous dire que si interpellation s'est faite, c'est une interpellation qui s'est faite sur base d'un vide. Parce que moi, je suis parmi ceux qui veillent au bon exercice de la liberté d'expression ici. Vous avez vu récemment que d'ailleurs, beaucoup étaient surpris de voir que la dernière sortie de l'honorable Kabound avait été diffusée sur la RTNC. Oui, mais alors, la RTNC qui a toujours été perçue, qui a toujours été perçue comme une chaîne du pouvoir, une exclusivité du pouvoir. Beaucoup critiquent la télévision nationale sans la regarder, parce que le dernier congrès de Martin Fayulu à Kisangani a été diffusé, et la RTNC a diffusé les... Ça vous donne une illustration, justement, de ce que le président pense en termes de démocratie. Est-ce qu'il est tolérant? Jean-Marie, peut-être qu'il faut lui poser la question. Nous parlons des faits. Ce dont je vous parle, c'est des choses qui sont vérifiables. Vous avez parlé du cas du journaliste qui a été arrêté. Oui, regardez-moi dans les yeux, Jean-Marie Kassamba. Jeff Kalé est encore là. D'ailleurs, Jeff Kazadi. Non, écoutez, Jeff Kazadi, sur Jeff Kazadi, c'est un cas que je suivis. Oui.
Les motivations qui ont conduit à ça. C'est pour ça qu'il est toujours bien de vous rapprocher de la source, de prendre la bonne information. Les motivations qui ont conduit à son arrestation, à son interpellation. Oui, le blanc est déjà libéré et envoyé chez lui. Vous ne connaissez pas, les détails de ce qui s'est passé. Vous êtes représentant de l'UNPC. Je vous conseillerais de vous rapprocher de l'ANR pour que vous puissiez être en mesure d'avoir les informations détaillées. Moi, ce que je vous dis, c'est que je suivais la situation au quotidien. Ils étaient le journaliste américain qui est arrivé avec une fausse accréditation, une accréditation. En tout cas, j'ai découvert qu'il y avait un réseau des faussaires autour de ma signature sur la question d'accréditation, mais une accréditation finalement qui a été régularisée. Est parti au Katanga pour faire de reportages. Mais il se trouve qu'ils se sont trouvés dans des zones et faisant des choses qui ne relevaient pas de ce qu'ils devaient faire comme journalistes. N'oubliez pas que nous sommes encore sous les traumatismes de la disparition dans le Kasaï des chercheurs experts des Nations Unies. Et donc, lorsqu'un journaliste qui vient, qui va dans une province, qui rentre en contact avec le Bakata Katanga, nous connaissons les motivations, et qui vient ou qui est interpellé par les services, qui ne fournit pas des éléments, ou que les éléments qu'il a fournis... Mais monsieur le ministre... Laissez-moi vous expliquer, parce que c'est une question cruciale. Vous êtes très suivi en ce moment. Il ne faut pas empêcher, s'il vous plaît. Moi, je suis le premier, Jean-Marie Kassamba, qu'on ne vous trompe pas. Moi, je suis le premier qui souffre lorsqu'un journaliste est arrêté. Demandez à Yves Bouya, il vous dira. Vous en êtes un. Demandez à Yves Bouya. Demandez à Yves, journaliste un jour, journaliste toujours. Oui. Yves Bouya vous le dira. Lorsque les matériaux ou les faits reprochés par les services, parce qu'il ne faut pas toujours considérer que dans un contexte, il faut me faire la liste du nombre de journalistes qui ont été arrêtés depuis que le président Tshisekedi est là du fait des services. On reviendra sur le cas de Yves Bouya. Et lorsque les services estiment qu'il y a besoin de savoir davantage sur ce qui s'est passé, il ne faut pas toujours considérer que c'est une volonté. Parce qu'il y a, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, dans ceux qui viennent, dans ceux que nous recevons comme journalistes, il peut y avoir d'autres motivations. Et donc, sur ces sujets, je ne m'étendrai pas davantage. Je souhaite que, dans le cas de l'UNPC, vous pouvez me voir, nous pouvons approcher l'ANR pour avoir les détails et voir comment apporter l'assistance à Jeff Kazadi, qui manque aujourd'hui à sa communauté de Lubumbashi. C'est un cas que nous suivons. Sur le cas de Yves Bouya, qui a fait arrêter Yves Bouya? Quel est le politique qui a fait arrêter Yves Bouya? Il y avait des mains noires. Ça, c'est un procès d'intention. Il y a des politiciens. Mais citez des noms, lesquels? Non, parce que, non, s'il vous plaît, parce que, vous voyez, aujourd'hui, il faut faire attention. Parce que si l'UNPC à laquelle vous appartenez comme structure, comme corporation, était apte à juger les dérapages de journalistes, nous n'en serions pas là où nous sommes aujourd'hui. N'oubliez pas que le journaliste évolue dans un contexte et certains faits. J'ai discuté encore récemment avec la directrice générale de la DGDA qui me disait que je reçois des chantages extraordinaires, que régulièrement je suis victime de papiers de chantage. Jean-Marie Kassamba, vous savez que nous avons des problèmes dans l'exercice de notre profession. Il y a des moutons noirs. C'est pour ça que vous et nous nous sommes engagés devant le président de la République à faire la salubrité médiatique. Cette salubrité, nous, on entend la faire dans la forme, dans le fond et dans les contenus. Et nous espérons que vous... Jean-Marie Kassamba, comme journaliste, vous allez nous aider à ne pas donner la parole à ceux qui n'ont pas qualité. Parce que beaucoup qui viennent exceller dans l'insulte, même moi j'en suis victime, mais combien de fois moi je vous ai appelé Jean-Marie Kassamba pour me plaindre de tel ou tel autre? Parce que moi je considère, c'est la liberté d'expression, mais la liberté d'expression doit s'exercer dans un cadre. Et c'est le cadre que nous allons assainir. Beaucoup de journalistes et des patrons de presse m'appellent depuis quelques temps, parce que je m'occupe de la presse ici à Kinshasa. Vous avez donné un ultimatum, on va terminer par là, de quelques jours seulement. 21 jours. Et on dit que vous allez fermer des chaînes de télé. Est-ce que vous avez prédéfini les critériums ou vous allez le faire d'une manière arbitraire? Est-ce qu'il va y avoir des voies de recours? Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, Jean-Marie, je voudrais d'abord sur cette question qu'on se rappelle ce que nous nous sommes dit. C'était en direct, durant les États généraux. On dit vous menacez. Nous nous sommes agréés, non? Vous menacez les chefs de chaîne de télé. Je n'ai pas l'air de quelqu'un qui est menaçant, je ne les ferai pas. Mais je suis désolé, je ferai appliquer ce que nous avons convenu.
nous avons tous agréé, le président de la République était témoin, que nous allons faire la salubrité médiatique. Ne venez pas me poser des questions sur les conditions, parce que lorsque vous voulez ouvrir une chaîne de télévision, il y a un cahier de charges. Il y a une loi qui donne des exigences, que par exemple, le directeur de programme doit avoir une qualité, doit avoir fait telles études, telles études, telles études. Vous le savez. Et donc, lorsque nous, en janvier, d'ailleurs, ces processus, nous avons pris du retard, du fait, malheureusement, du contexte dans lequel nous travaillons. Nous nous retrouvons au studio Maman Nguebi à la RTNC. C'est une demande qui m'est faite, d'ailleurs, par certains éditeurs de programmes qui estiment qu'il y a un trop-plein de médias qui réduit la manne publicitaire. Mais moi, ministre des tutelles, avec l'engagement pris pendant les États généraux par le gouvernement, nous voulons appuyer le média pour le rôle social que vous faites. Est-ce qu'il y aura la lutte? Laissez-moi terminer. Oui. Nous voulons vous subventionner. Si nous voulons subventionner les médias, le premier exercice que nous devons faire, c'est d'être en mesure d'identifier les médias. On identifie les médias et on est en mesure de nous dire quelle est la situation de tel média vis-à-vis de la loi. C'est un travail qui a été fait par une commission d'experts. Et c'est un travail que, objectivement, sans je suis un homme juste. Et donc, je ne serai jamais dans l'arbitraire. Ceux qui me connaissent le savent. Et donc, aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus, d'abord de régularisation. Parce que nous avons donné un ultimatum de 21 jours. Qui court déjà. Pour que les 8 qui courent. Les gens, tous qui sont éditeurs de programmes, doivent être connus. Ça nous donnera l'avantage de vous permettre à vous, qui êtes peut-être en situation irrégulière, de les régulariser vis-à-vis de l'État et qui vous rendra éligible au fonds que nous allons vous donner dans le cadre de la subvention pour les services sociaux que vous rendez au pays. Ceci doit être bien compris. Et donc, tous ceux qui, durant ces 21 jours, viendront nous dire, voilà, moi je suis en ordre, j'ai mon avis favorable, j'ai mon récépissé, j'ai payé tel, voici le cahier de charge de ma chaîne, voici la vocation de ma chaîne. Parce qu'il y a des gens qui se disent confessionnels, communautaires, mais qui font autre chose. Lorsque vous l'amenez, c'est la première étape, nous disons, ok, très bien. Mais maintenant, Jean-Marie Kassamba, est-ce que vous pouvez être éditeur de programme sans avoir ne fût-ce qu'un studio qui vous permette de produire vos émissions? Le jour où je suis allé à Binza, donc qui est un site stratégique. Les youtubeurs, c'est vous qui parlez des chaînes mallettes. Youtubeurs, c'est autre chose. Des chaînes mallettes. Lorsque vous allez sur le site stratégique des Binza, vous trouvez une quarantaine de laptops. Et vous avez quelqu'un qui vient à 7 heures, qui met un flash et qui disparaît. Et qui laisse tourner, qui revient à 19 heures. Jean-Marie Kassamba, nous allons vérifier les capacités de chaîne, à la fois au plan administratif, à la fois au plan technique, à la fois au plan du contenu. Nous allons appliquer ce qui doit être la loi. Ceux qui pourront s'y conformer, s'y conformeront. On donnera des délais de grâce, évidemment, pour ceux qui auront la volonté de s'y conformer. Et ceux qui ne seront pas en mesure de remplir tous ces critères, nous allons tirer les conséquences. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mettez-vous debout, l'émission est terminée. Vos 100 questions ne sont pas épuisées. Oui, bébé, on sent que vous avez beaucoup préparé cette émission, mais une question de confiance. On parle beaucoup de remaniement ministériel depuis quelques temps. Je ne lis pas dans les mares de café, mais beaucoup disent que vu le volume de travail que vous déployez, vous serez parmi ceux qui vont être reconduits naturellement. Mais dites-moi, monsieur le ministre, c'est quoi le secret d'être un bon Premier ministre comme Sama Lukonde? De ne pas beaucoup parler ou de laisser partir Mouyaya à tous les fronts? Je vais vous donner d'abord une indication, Jean-Marie Kassamba. Mes collaborateurs le savent, que nous sommes au service du public, au service de la République. Et qu'au service de la République, le principe, c'est que vous n'êtes pas indispensable. Nous remplissons une mission parce qu'il a plu au président de la République et au Premier ministre de nous confier cette responsabilité. Si vous êtes dans leur secret et que vous pouvez les sonder par rapport au remaniement, tant mieux. Pour ce qui nous concerne, nous nous préoccupons du quotidien parce que chaque jour, nous devons prendre des décisions et nous assurer que nous faisons avancer notre secteur.
Pour ce qui concerne le Premier ministre, Il ne parle pas assez. non, écoutez, mais On ne le voit pas est-ce que suffisamment. les Congolais n'ont pas déjà été Pourquoi assez... Mouyaya est Est-ce plus que les Congolais... accessible que le Premier Non, ministre? écoutez, mais c'est tout à fait normal. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, 100 millions des personnes, c'est 1200, 1500 courriers jour. Le Premier ministre fait parler les résultats. Parce que lorsque nous parlons, moi je suis dans mon rôle comme porte-parole, donc c'est tout à fait normal que je sois entendu, que je sois vu. Je suis le premier qui apparaît sur le front. Mais la communication telle que nous on l'a organisée, que ce soit avec l'armée, que ce soit au niveau du gouvernement, a des chaînes. Vous avez vu le Premier ministre être le premier à ouvrir le bal dans un exercice inédit où les Congolais ont pu lui poser la question, où il a inauguré une période qui a duré 1 mois, où chaque jour, des ministres venaient en toute transparence parler de leur bilan. Et donc, le Premier ministre fait parler le travail, le moment venu, parce que lui-même, il est rompu dans l'art oratoire, si vous voulez, en termes d'exercice de rédévabilité, il se soumettra. Comptez sur lui. Le président de la République parlait suffisamment, et pour ne pas dire beaucoup, disait qu'il parlait beaucoup. Maintenant, il ne parle plus jamais. Et même s'il y a des morts, il ne fait pas de déclarations, etc. C'est vous qui l'avez conseillé de faire ça? Non. C'est parce que je vous ai dit que la communication se faisait par chaîne. Et c'est parce que je suis désolé, beaucoup qui les disent ne sont pas très vigilants. Je vous ai dit que le président de la République parle tous les vendredis aux Congolais. Mais nous, on ne le voit pas. Jean-Marie Kassam... Nous, on ne l'entend pas? Non, écoutez, il y a plusieurs moyens de communiquer. Lorsque le président fait ses communications, c'est avec ces communications que nous ouvrons les conseils de ministres. Depuis que je suis ministre, on en a fait 61. Le président a communiqué 61 fois par cette voie-là, par ma voix, moi qui fais le compte rendu. Et donc, le président de la République doit s'exprimer à des moments précis. Récemment, il s'est exprimé sur Financial Times pour parler de la situation actuelle et il est prévu que les présidents de la République prennent la parole. Mais la parole du président de la République doit venir pour dire des choses précises. Parce que lui, c'est les derniers remparts. Donc, laissez-nous vous parler, laissez les ministres vous parler, le Premier ministre vous parlera. En dernier ressort, le président de la République vous parlera. Merci, monsieur le ministre. Je vous laisse aller dans notre antichambre. Laissez-moi vous remercier. Oui. Laissez-moi aussi remercier les téléspectateurs qui se sont mobilisés. Et attendus. Et nous avons jusqu'à la fin. L'exercice de ce jour consistait à venir faire le point de ce que nous avons fait, mais aussi à donner une perspective. J'insiste sur cette question parce que nous allons commencer une période préélectorale. Jean-Marie Kassamba, je vous exhorte à tous les journalistes que les hommes politiques qui viendront parler sur vos plateaux les contenus viennent parler de ce qu'ils vont faire pour les Congolais. Ça vaudra toujours plus que venir parler de oreilles de Patrick Mouyaya ou de ceci. Vous avez peur de ou la des critique, cravates hein? de Jean-Marie. Les critiques ne nous font pas peur. Pour quand autant, quand on a dit jouisseur, ça vous a beaucoup tité, hein? Bon. Jean-Marie Kassamba, je suis désolé, mais regardez-moi dans les yeux, nous nous connaissons depuis 10-15 ans. Vous serez en mesure de répondre à cette question. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Ça ne fait pas partie. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, je suis ici. En précisant que cette émission sera multi-rediffusée et déjà en ligne. Vous coupez les morceaux qui vous intéressent et surtout, renvoyez les questions si vous le désirez. Nous allons transmettre chez monsieur le ministre. Allez, portez-vous bien. À très bientôt. Abonnez-vous. La Tchof TV.